Le 12 juin 2026, SpaceX entre en bourse sur le Nasdaq sous le ticker symbole SPCX au prix d'introduction de 135 $. En 5 jours de cotation, le titre touche au plus haut historique de 225,64 $, puis cède d'environ 18% pour revenir autour des 185 $ le 21 du mois de juin. Un investisseur qui regarde ce film depuis son écran a probablement tiré une conclusion sur SpaceX. Cette conclusion est probablement fausse, mais pas pour les raisons qu'il croit. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce que SpaceX est réellement. On présente souvent l'entreprise comme une société de fusée. C'est réducteur. Depuis le S1 déposé en vue de l'IPO, on sait que SpaceX opère en réalité 3 segments dont les modèles économiques sont n'ont presque rien à voir, ou bien n'ont presque rien en commun. Starlink, le réseau Internet par satellite, concentre 61% des revenus du groupe à ce jour et constitue le seul segment rentable. Les services de lancement spatial servent autant les contrats externes que l'infrastructure interne de déploiement de satellites et dépendent largement de commandes gouvernementales. Le segment IA, que la fusion avec xAI en février 2026 a créé, regroupe le chatbot Grok, le réseau social X et le supercalculateur Colossus. Ces 3 entités partagent un fondateur, une infrastructure de lancement et un bilan. Elles ne partagent pas le même stade de maturité, ni le même profil de risque, ni même le même horizon ici vers la rentabilité, ou bien le même horizon de temps ici vers la rentabilité. Comprendre que SpaceX commence par résister à l'envie de les lire comme une seule histoire. Il faut les découper en 3 morceaux, 3 segments, 3 histoires différentes. OK? C'est précisément ce que le comportement du cours depuis le 12 du mois de juin rend difficile. Parce que ce comportement n'est pas un signal sur la valeur fondamentale de ces 3 entreprises. Non. C'est le résultat d'une mécanique de marché précise et identifiable. Le flottant effectif de SPCX, dont en abrégé ici c'est le ticker symbole entité, représente environ 4% d'actions totales en circulation, soit à peu près 555 millions d'actions nouvellement émises dans l'IPO, ou bien après l'IPO. Enfin, pendant l'IPO, ou bien, voilà, c'est comme vous voulez. Le lendemain de la cotation, le 13 du mois de juin, MSCI a déclenché l'inclusion de SPCX dans ses indices World et ACWI. Les fonds passifs répliquant ces indices, dont les encours représentent à peu près des dizaines de milliers de milliards de dollars, j'ai bien dit des dizaines de milliers de milliards de dollars, ont dû acheter SpaceX pour ajuster leur pondération. Cette demande est structurelle et insensible au prix. C'est-à-dire que ces fonds achètent parce qu'ils doivent acheter, pas parce qu'ils ont formé une opinion sur la valeur de Starlink ou bien de xAI. Quand une masse d'acheteurs contraints converge vers un flottant ici de 4%, le prix monte pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux. Ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise nouvelle pour SpaceX. C'est un bruit que l'investisseur rigoureux doit filtrer avant de regarder ce qui se trouve en dessous du cours. Ce qui se trouve en dessous ici, c'est une structure économique à 3 vitesses dont seule la première tourne actuellement à l'équilibre. Starlink a généré ici à peu près 11,4 milliards de dollars de revenus en 2025 avec un résultat opérationnel de 4,4 milliards de dollars et une marge EBITDA de 63%. La base d'abonnés a doublé sur un an pour atteindre 10,3 millions de clients dans 164 pays au premier trimestre 2026. Ces chiffres sont réels, vérifiés et remarquables pour un réseau satellite construit en moins de 10 ans. Mais le revenu moyen par abonné a reculé. Il a diminué d'environ 18%, à environ à peu près 81 $ par mois entre 2023 et 2025, à mesure que Starlink s'étend vers des marchés où les clients paient moins. Un client aux États-Unis ne paye pas le même prix qu'un client en Inde pour Starlink, pour à peu près le même type de service. OK? Donc, le moteur génère du cash, mais son rendement par utilisateur diminue. En face, le segment IA absorbe à peu près 76% du CAPEX du groupe au premier trimestre 2026. Enfin, pas absorbe, mais a absorbé, parce que ça pourrait changer. Traduit concrètement, pour chaque dollar investi dans SpaceX ce trimestre, 76 centimes sont allés financer l'infrastructure, de xAI, une entité intégrée en février 2026, dont la fusion opérationnelle dans le groupe n'est même pas encore achevée. Donc,
le cash de Starlink finance les pertes de xAI. C'est un choix stratégique, cohérent avec l'ambition d'Elon Musk. Ce n'est pas nécessairement un choix que l'actionnaire minoritaire aurait fait s'il avait eu son mot à dire. Et c'est précisément là que le prospectus devient embarrassant. Le 424B4, c'est le nom du prospectus. 424B4 de SpaceX, déposé le 12 du mois de juin 2026, documente une structure de bilan que l'enthousiasme du premier jour a rendu presque invisible. Au premier trimestre 2026, SpaceX détenait à peu près environ 16 milliards de dollars de liquidités pour environ 30 milliards de dollars de dette. Parmi cette dette-là figure à peu près un prêt relais de 20 milliards de dollars contracté pour financer l'expansion des centres de données IA dont la maturité arrive 15 mois après l'IPO, soit vers septembre 2027. SpaceX devra donc refinancer ou rembourser cette obligation dans un contexte où le segment IA n'est pas encore rentable, où le groupe affiche une perte nette de 4,9 milliards de dollars sur l'exercice 2025 et 4,3 milliards pour le seul premier trimestre 2026. Ce n'est pas un signal de détresse immédiat pour une entreprise qui vient de lever à peu près 75 milliards, loin de là. C'est une contrainte de calendrier précise que le marché ne regarde pas encore, parce qu'il lit le cours plutôt que la note de bas de page du prospectus. C'est très commun. Et le prospectus documente encore autre chose, avec la discrétion caractéristique des documents réglementaires. Toujours aller lire les fine print. Okay? Le premier risque structurel est la concentration gouvernementale. 5,9 milliards de dollars de revenus proviennent directement de la NASA et du département de la Défense américain. Une modification des priorités budgétaires fédérales, une tension géopolitique ou un appel d'offres perdu au profit d'un concurrent et l'une des principales sources de revenus du segment spatial change de nature. Le deuxième risque est celui de la gouvernance. Et on n'en parle pas souvent assez. Oui, Elon Musk, c'est un génie, il n'y a pas de souci. Mais Elon Musk détient à peu près 41% du capital, mais 82,4% des droits de vote après la cotation. Et une attribution de 1 milliard d'actions de performance de classe B a été approuvée en sa faveur en janvier 2026. Donc l'actionnaire minoritaire ici de SpaceX n'est pas un partenaire de l'entreprise. C'est un passager. Ce n'est pas nécessairement un problème si le pilote vole dans la bonne direction. C'est un risque structurel si la direction change sans consultation possible. Le troisième risque, c'est celui de la structure du flottant. Donc, je m'explique. La structure du flottant va progressivement se matérialiser, va progressivement changer. Le lock-up principal expire le 8 décembre 2026. D'accord ? Mais la première fenêtre de libération partielle s'ouvre dès fin juillet ou début août, après les résultats du Q2 2026, avec environ 20% de blocs de 4,6 milliards soumis au lock-up qui deviennent cessibles. Puis, des tranches de 7% toutes les 2 à 4 semaines d'août à octobre, puis une libération de 28% déclenchée par les résultats du Q3. L'offre va croître de façon programmée sur une action qui est nouvellement cotée et sur un cours encore gouverné par un flottant artificiellement compressé. Et donc, la pression à la vente va avoir tendance à être très, très élevée sur les mois à venir. Et c'est pas parce que les actionnaires actuels, c'est pas parce que les actionnaires minoritaires vendent ou bien les fonds de pension vendent. Les premiers actionnaires de SpaceX auront le droit de revendre leurs actions. Imaginez ceux qui ont bénéficié d'actions à un prix de $1. Même si l'action coûte à $50, ils ont fait du cash. OK? Donc, personne ne pourra empêcher l'augmentation de la volatilité sur cette entreprise. Ça pourrait expliquer la baisse du prix de l'action sur les mois à venir. Je ne dis pas que le prix va baisser. Il y a de grandes chances que ça arrive. Mais si ça arrive, ce n'est pas parce que l'entreprise est foncièrement mauvaise, c'est surtout parce qu'il y aura énormément de personnes qui vont avoir tendance à vendre leurs actions sur le marché. La question que tout cela pose n'est pas de savoir si SpaceX est une bonne entreprise. Elle l'est, au moins partiellement, au moins pour Starlink. La question est de savoir, est-ce que tu analyses ce dossier en distinguant le bruit de marché de la réalité économique des 3 segments et des risques structurels documentés dans le prospectus? Ou est-ce que le plus 67% en 5 jours t'a suffi comme réponse? Ce chiffre n'est pas une réponse. C'est un signal de marché que la majorité des investisseurs lisent comme une certitude. Parce que ça monte, c'est forcément une bonne entité. Peut-être parce que c'est coté à 135, ça veut dire que, bon,
Il y a de fortes chances que le deal soit bon. Pas forcément, les amis. OK? Ces deux concepts disant le prix de l'action, le prix est là pour te servir. À partir du prix d'une action, on ne peut pas déterminer. Le prix de l'action ne peut pas te dire si l'entreprise est une opportunité ou pas. Il faut rentrer en profondeur, aller plus loin. OK? Identifier les risques, identifier les goulots d'étranglement et déterminer si le prix actuel est justifié par rapport au risque que vous prenez. Et donc, comme je le disais tantôt, ce chiffre de performance sur les derniers jours n'est pas une réponse. C'est un signal de marché que la majorité des investisseurs lisent comme une certitude. La bibliothèque de Prompt Premium ici propose précisément la séquence analytique que ce dossier réclame. Ceux qui ont accès à la bibliothèque, faites ceci. Première chose, le prompt dénommé Comment cette entreprise crée-t-elle de la valeur force à traiter Starlink, le segment spatial et xAI comme trois modèles économiques distincts avec leur structure de coût, leur moteur de revenus et leur stade de maturité propre, au lieu de les lire comme un bloc homogène derrière un seul cours. Deuxième prompt ici, le prompt dénommé « Cette entreprise court-elle des risques financiers majeurs ?» Ce prompt-là te permet d'évaluer le bilan documenté dans le 424B4 avec la rigueur que la mécanique de l'IPO a rendu impossible dans les premiers jours de cotation, à savoir la structure de la dette, le prêt relais et son encadrement ici de maturité et la trajectoire de cash dans un groupe dont le seul segment rentable finance les pertes de tous les autres. Et troisième prompt ici, dénommé « Quel risque menace le modèle d'affaires de l'entreprise ?» cartographie les trois risques structurels que l'euphorie de l'IPO a rendus invisibles, à savoir la concentration des revenus gouvernementaux, la gouvernance à droit de vote disproportionnée et le calendrier de libération ici du lock-up qui va progressivement modifier l'équilibre entre l'offre et la demande sur les 6 prochains mois. Et la bibliothèque de prompt en question finance notre projet. Présentement, nous avons atteint le palier de 11%. Il nous reste à peu près 89% ici pour le boucler. Permettez-nous de gagner du temps. OK? Maintenant, si on passe à l'analyse quantitative, qui est la partie la moins importante ici, vous avez après avoir écouté cette partie-là, quel est le sentiment que vous avez sur SpaceX avec tous ces éléments-là? Et j'espère qu'après ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce que mon prix, c'est le mien, hein, je fais ce que je veux avec mes propres biais et vous faites ce que vous voulez avec les vôtres. OK? Donc, on fait ceci. SpaceX en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise, le PE, etc. Ça sert à rien d'aller regarder. Si vous regardez à peu près la cartographie d'une entreprise, de la phase de vie de cette compagnie, on est peut-être en phase 2 ou 3. J'ai déjà expliqué c'est quoi les phases de vie d'une entreprise ici. Donc, c'est le price sur celle qui va essentiellement m'intéresser. Donc, je vais guesstimer. OK? Je ne vais pas prendre le revenu actuel. Non, ça serait fou. Je vais prendre à peu près le revenu attendu, disons, en N+3. OK? On s'attend à peu près à 67 milliards. OK? Je ne dis pas qu'on va générer le 67 milliards, je n'en sais strictement rien du tout. En tout cas, je le souhaite pour les actionnaires. Donc, je suis en train de faire des guesstimations ici. Si vous prenez cette compagnie qui vous dit on aura 67 milliards dans 3 ans, OK, pas de souci par rapport à ça. Elon Musk, c'est un génie, tout ce que vous racontez, tout ce que vous voulez. Elle n'est pas encore rentable, elle ne s'autofinance pas encore, donc elle aura besoin de lever du cash, soit émettre de nouvelles actions ici, sans compter la pression vendeuse ici par rapport à la fin du lock-up. OK? Donc, combien est-ce que je serais prêt quel est le risque maximum que je serais prêt à prendre sur cette compagnie? Et je répète encore une chose. Il y a des segments d'activité de SpaceX qui sont intéressants. OK? Donc, ici, je vais aller rapidement. Admettons que SpaceX est l'une des meilleures entreprises au monde, etc. Elle devrait avoir les marges bénéficiaires, disons, de Apple. Elle n'en a pas encore. OK? Donc, on est dans le domaine de la guesstimation. On est dans le domaine où tout va bien, etc. On regarde le monde avec les lunettes roses. Donc, on va procéder par exagération. OK? Rappelez-vous, vu que c'est un business encore en plein développement en phase 2, il y a phase 2, bon, je pense que c'est plus la phase 2 que la phase 3 ici. Admettons que dans un monde où elle arrive à avoir des marges de 67% ici de marge brute, etc., peut-être même plus que ça, combien de fois les bénéfices je pourrais payer pour ce genre d'entreprise? On fait simple. Pourquoi est-ce que je prends Apple? J'aurais pu prendre une autre entité. Hein. C'est fait comme vous voulez ici. Hein. Parce que si je prends la moyenne du secteur ici, techniquement, j'aurais un prix bien moins élevé que ça. Okay? Et d'ailleurs, même le secteur SPCX, où est-ce qu'on l'a positionné selon le GICS? On l'a mis ici, télécommunications. Et vous voyez est-ce que vous allez classer cette compagnie en télécom?
vous voyez qu'une partie de l'activité, c'est Starlink. Starlink qui rapporte le plus d'argent en date d'aujourd'hui, qui est la partie la plus rentable. Mais une autre partie, vous avez quoi? XAI. Où est-ce que vous allez positionner XAI? Dans XAI, vous retrouvez Grok, vous retrouvez Colossus, disons, on va l'appeler ici les data centers, et vous retrouvez également, comment on appelle encore ça? Vous retrouvez le réseau social X. Déjà, data center, est-ce que ça rentre dans la même gamme qu'un réseau social? Donc, vous voyez que même au sein de l'entité XAI, il y a des sous-segments. Ensuite, vous avez la partie SpaceX. Où est-ce qu'on va le positionner? Est-ce que c'est transport? Je n'en sais strictement rien. C'est la question que je pose. Et donc, vous voyez ici que les 3 segments, il faut même faire une somme des parts et appliquer un multiple adéquat. OK? Et un multiple qui correspond à la croissance à venir, etc. Donc, il y a des choses également ne pourraient pas bien se passer. Donc, tous ces risques-là pris ensemble, combien est-ce que je serais prêt à payer? Je fais simple, j'exagère, je procède par exagération ici. Voilà une entreprise, je la compare ici à... Je vais la comparer, disons, mettons un peu Meta, exagérons. Meta se négocie à combien de fois les bénéfices? Je regarde surtout les marges. On cherche des marges ici, les marges EBITDA de 63, disons qu'elle va avoir des marges potentielles plus élevées. Et voilà, je pense qu'elle pourra avoir du 50%. Ok, parfait, prenons Meta, prenons le price to sell de Meta. Je rappelle ici que le price to sell est très influencé par les marges brutes, les marges nettes, les marges de free cash flow, les marges EBITDA. Ok? Donc, ici, vous constatez que Meta, c'est presque 5 fois l'EBITDA. Admettons même que Meta est surévalué. Est sous-évalué, parce que c'est ce que je crois en date d'aujourd'hui. Je vais prendre à peu près les marges, le multiple, un multiple un peu plus élevé, disons, quand on prend le price to earning ici de Meta, où est-ce qu'on était à peu près à cette période? Ici, on était à combien? 28 fois les bénéfices. Donc, ok, j'exagère. Je vais mettre 10 fois le price, 10 fois les revenus. Ok? 10 fois les revenus. Je guessestime, les amis. OK? Les revenus de 67 milliards attendus dans 3 ans. Donc, on n'est pas encore... Beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps. OK? Donc, elle peut rater le coche ici, etc. Donc, si on prend les revenus de 64 milliards en question, où est-ce que je vais me positionner? OK? Donc, cette partie-là doit être prise en considération. Et donc, quand on arrive à cette partie, je fais ceci. Disons qu'on va arriver à 60... Enfin, on s'attend à 67 milliards. Je vais arrondir, les amis. On va même 70 milliards. OK. Fois 10 fois les revenus, ça donne combien? 70 000 milliards. Enfin, excusez-moi, 70 milliards multiplié par 10 fois les revenus, 70 milliards de revenus multiplié ici par 10, ça donne à peu près aux alentours de 700 milliards de capitalisation. Moi, la dette nette, admettons même qu'on n'a pas de dette nette. Encore une fois, je procède par exagération, juste pour vous montrer à quel point ce prix-là peut être très élevé en dette d'aujourd'hui. OK? Le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on pointe ici aux alentours de 4 milliards. Ça pourrait être bien plus élevé que ça. Donc, je vais arrondir à 4 milliards. Je procède encore une fois par exagération. Ça donne à peu près un prix aux alentours des, disons, non, c'est pas ça. 70 milliards, donc 700, OK, divisé par 4000, OK. On tombe aux alentours de ça, c'est pas normal. 175, c'est pas normal. Le nombre d'actions est bien plus élevé que ça. Donnez-moi juste un instant. Et je vais aller regarder sur Fastgraft. Voilà, combien d'actions cette compagnie-là a en date d'aujourd'hui. OK. Voilà, je savais que ce n'était pas aussi élevé. Donc, on a 13 000. OK. Donc, ça va faire 700. OK, je regarde bien. Est-ce que le dernier trimestre, on vérifie. Quarterly. OK, mars. 13 076. Parfait. Donc, je divise ici par 13 000. Donc, attention à Coifin. Et c'est normal, sur Coifin, l'information ne sera pas encore correcte parce que l'entreprise est nouvellement cotée. Généralement, attend un premier trimestre ici ou bien une année complète avant d'aller regarder ce type d'entité-là. Il est préférable d'aller regarder soit un truc sur Zone Bourse ou bien sur Fastgraph pour ceux qui en ont. Donc, ça fait 13 076. OK? Ça donne à peu près ici une valorisation aux alentours de 54 $. Ça, c'est mon avis. 54 $. Je serais prêt à payer jusqu'à 54 $ l'action. Enfin, pas payer, pas plus que ce prix-là. Mais évidemment, entre-temps, le chiffre d'affaires attendu pourrait être de plus en plus élevé. Parce que vu que SpaceX, nouvellement coté, il y aura beaucoup de hype, etc., on va se dire ici que le marché sera prompt ici à payer des prix. Enfin, le marché aura tendance à voir le monde avec les lunettes roses. De plus en plus d'analystes vont pricer l'entreprise avec des revenus de plus en plus élevés parce qu'Elon Musk, c'est un bon vendeur. OK? Mais entre-temps, l'entreprise ne s'autofinance pas encore, ce qui devrait avant tout, ce qui devrait être une condition
préalable avant qu'un investisseur quality ne s'intéresse à une entité. Il faut qu'elle s'autofinance. Sinon, vous courez le risque de dilution et d'augmentation de la dette. Si elle ne s'autofinance pas, parce qu'elle investit massivement, si elle ne s'autofinance pas en date d'aujourd'hui, parce qu'elle a une dépense en croissance très élevée, au moins qu'elle génère un cash flow ici supérieur au cash flow de maintenance. Or, en termes de cash flow opérationnel, quand on regarde les graphiques, quand on regarde les chiffres ici, on est à peu près à 1 milliard, ok, pour des investissements de près de 10 milliards. Enfin, je pense que ça, c'est même trimestriel, prenons même annuel, même si ça pourrait avoir tendance à changer. On va les prendre ici en annuel, on les met là, net cash flow, on est à peu près, voilà, c'est ça. Je vais mettre ça ici en annuel. Ok, ça donne à peu près 6 milliards par là en 2025. Donc ça fait un peu long. Avec des investissements de 20 milliards ici. Donc on n'a presque rien. On n'arrive pas à s'autofinancer. Donc on a besoin d'aller chercher 14 milliards supplémentaires juste pour être flat, pour pouvoir financer le business. Mais on peut également remarquer ici que dépréciation amortissement correspond à peu près à quelque chose aux alentours des 6 milliards par là. Donc techniquement, si l'entreprise arrête d'investir, elle peut être à l'équilibre. Donc, la majeure partie du CAPEX ici, c'est un CAPEX de croissance. Et le CAPEX de croissance est discrétionnaire. Mais attention, est-ce qu'elle peut arrêter son CAPEX de croissance en date d'aujourd'hui? Ça, c'est la grosse question. Et si elle arrête le CAPEX de croissance, est-ce qu'elle pourra maintenir sa dominance? Est-ce qu'elle pourra garder ses parts de marché quand les autres investissent des milliards et rapportent énormément d'argent? Et ont la capacité ici de générer du free cash flow, même en dépensant énormément. Voilà les questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce que moi, je vais me lever le matin, venir payer un prix pareil pour cette compagnie? Parce qu'Elon Musk, parce que ça monte, parce que c'est l'opportunité du siècle. Je pense que ça, c'est mon prix. Et il pourra avoir tendance à changer sur les 3 prochains mois dans tous les cas de figure. La seule raison pour laquelle je mettrai SpaceX en watchlist, c'est juste pour observer à peu près où est-ce qu'on va. Parce qu'il y a des segments d'activité. J'aime bien Starlink. Comme je l'ai dit souvent, au Cameroun, j'en ai. OK? J'aime bien Starlink. Ça, c'est intéressant. La partie envoi de fusée dans l'espace, etc. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Tant mieux, ça fonctionne. Mais la partie XAI, ça aussi, ça peut être intéressant. OK? Mais cette compagnie peut ne pas être rentable pendant très, très longtemps. De toute façon, les Américains, c'est différent. Hein. Ils sont prêts à financer. Ils sont là ils regardent le business model, ils regardent ici le narratif, etc. Et ils sont prêts à mettre de l'argent en attendant des jours meilleurs. Nous, ici, on préfère investir quand les jours meilleurs sont déjà là. Ça ne veut pas dire forcément qu'on aura raté on aura raté une opportunité. Non, les opportunités, il y en aura toujours sur ces actions. On ne se précipite pas. OK? Donc, le lock-up, c'est surtout la partie concernant le lock-up, la fin du lock-up qui m'intéresse. Parce que ça va avoir les premiers les ingénieurs, les premiers investisseurs, les VC vont avoir tendance à vendre leurs actions. Ils ont déjà fait de la performance. Ils ne vendent pas parce que c'est forcément mauvais. Ils vendent parce ils veulent matérialiser la plus-value. C'est comme ça qu'ils sortent. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, je paierai à peu près ce prix-là. Et encore, c'est avec un prix avec beaucoup de guesstimations. Ça pourrait changer. Peut-être demain, on va ça. Quand je regarde ici, comment on appelle ça? Le revenu aux alentours de combien? Médiane. Disons N plus 4, on s'attend à 90 milliards. Exagérons même à 100 milliards. 100 milliards fois 10, ça fait 1000 milliards. Divisé par 13 000 actions ici, ça donne à peu près $77. Même ça, c'est quand même plus bas que le prix qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc, quel est le prix selon moi qui ne prend pas en considération la croissance de cette compagnie? Je vais prendre ça en N plus 1. Donc, disons que le revenu de cette année est des 12 prochains mois, et disons que c'est garanti. Disons qu'on va avoir 43 milliards. OK? 43 milliards ici, multiplié par 10 fois les bénéfices, les revenus, ça donne 430. 430 divisé par combien? 13 000 milliards. 13 000, ouais, c'est ça. 13 000 milliards d'actions. Ça donne à peu près $33 à l'action. C'est le prix à partir duquel il n'y a pas c'est le prix à partir duquel l'action nous propose une opportunité sans prendre en considération la croissance. Donc, si SpaceX arrive à ce prix-là, je ne vous ai pas dit que ça va arriver à ce prix. En réalité, je m'en fous. OK? Mais si ce prix-là, le marché vous le donne, ça pourrait être intéressant. En tout cas, en dessous des $100, pourquoi pas? OK?
Maintenant, à vous de voir si vous choisissez, si c'est un risque que vous êtes prêt à prendre avec tous les éléments, avec tous les risques d'exécution que ça comporte derrière. OK? Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc, je vais dans ma watchlist. Ici, je vais rajouter du SpaceX. On vient là, watchlist. Voilà, SpaceX, SPCX. Voilà, on fait ça. SPCX. Et je vais mettre ici, au niveau de SpaceX, je mettrai un target aux alentours ici de combien? SPCX. On va le prendre à 55. Donc, N plus 3 ici. Les revenus attendus en 2020, même ça pourrait changer dans quelques mois. Donc, Space Exploration, donc où est-ce qu'on va trouver cette compagnie-là? Space Exploration. De toute façon, je le ferai en offline ici et ça nous permettra ici, voilà, je mettrai ici 55. On va mettre ça comme ça. Et je mets ici la date d'aujourd'hui. Ceux qui ont accès à la watchlist sauront à peu près pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre-là. Et je mets ici X10 en utilisant quoi? Price Sales 2028. 2028. Voilà. Donc maintenant, vous allez savoir pourquoi est-ce que j'ai pris le prix correspond à ceci. Donc vous savez que c'est 10 fois les revenus de 2028. Donc on a guesstimé de manière générale. Et ce que je vais faire également ici, c'est que ceux qui détiennent à peu près la bibliothèque de prompt, je vous enverrai également la watchlist. Donc j'enverrai un message par rapport à ça, surveillez vos courriels. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait plaisir, mais ça ne nous permet pas de gagner du temps. Alors permettez-nous de gagner du temps. Et si vous voulez nous permettre de gagner du temps, récupérez vos prompts qui vous permettront ici d'accélérer vos connaissances sur n'importe quelle, j'ai bien dit n'importe quelle entreprise, tout en posant les bonnes questions, les questions qui comptent. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Il y a une vidéo en description de la vidéo tout au fond ici, d'accord? Il y a une vidéo qui vous explique à peu près comment est-ce que moi je vois le stock picking, afin que nul n'en ignore. Merci, au revoir.